Salut à tous, bienvenue sur Jab Life pour votre rendez-vous hebdomadaire de boxe Jab Hook. Cette semaine, pas de Dylan et de Kabir avec moi. Ils reviendront la semaine prochaine pour parler de la florissante actualité de la boxe en ce mois de juillet. Mais on va faire cette semaine un détour par la littérature, un monde qui est très lié à la boxe historiquement. Et je vais recevoir Nicolas Zeisler, l'auteur de ce sublime livre La boxe, c'est quoi, qui revient sur la grande histoire du noble art. Écrivain, journaliste indépendant, Nico, il va nous raconter tout ça avec ses mots. C'est parti, générique. Je suis ravi donc d'être avec Nicolas Zessler, l'auteur de La boxe c'est quoi que vous voyez sur ma table, et aussi fondateur du média culturebox.com. Je vais vous prévenir tout de suite, les podcasts de Culturebox, c'est ce qui se fait de mieux. Si vous voulez découvrir l'histoire de la boxe, c'est des bonbons à chaque fois, des bijoux, donc n'hésitez pas à aller découvrir tous ces épisodes qui nous font plaisir. Et Nicolas qui a aussi publié un Beauté du geste, un livre qui rend hommage au noblard, et également un premier roman Tigre à la dérive. Je vous invite à découvrir tout ce qu'il fait parce que Nico, c'est toujours du bon, ces productions. Donc, merci d'être avec moi pour parler de ce livre. La boxe, c'est quoi? Avant qu'on entame notre discussion, Nico, pour tous nos auditeurs sur Jab Life, on a un petit jeu concours pour vous faire gagner deux exemplaires de ton livre. On aura d'abord un jeu concours sur YouTube, donc il faudra vous abonner à la chaîne Jab Life, commenter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et il y aura un tirage au sort qui se terminera le lundi 21 juillet et on annoncera le gagnant dans l'émission Aldric et Nerby du 21 juillet, justement, le lundi 21 juillet. Et on a également le même concours, mais sur TikTok, sur notre compte TikTok. Donc, abonnez-vous au compte Jab Life, commentez la vidéo qui sera extraite de cette discussion avec Nicolas et taguez un ami dans les commentaires et vous pourrez donc avoir une chance d'être tiré au sort pour gagner ce superbe livre, La boxe, c'est quoi, duquel on va parler avec toi, Nico. Alors que je vous explique rapidement, mais La boxe, c'est quoi? C'est 12 chapitres où on va vous expliquer tout ce qui fait le noble art, le jab, la droite, le crochet, mais aussi le business, le vice, la tradition. Donc, vous allez avoir toutes les facettes de ce sport qu'on aime tant. Nico, je voulais d'abord savoir d'où vient l'origine du projet. Est-ce que c'est la maison d'édition Vroom qui t'a contacté? Comment est né La boxe, c'est quoi? Salut Alex, bah déjà, juste te dire que je suis vraiment heureux d'être avec toi pour ce moment d'échange. Très impressionné par ta mécanique, jeu concours, postmoderne, TikTok et compagnie. Tu m'as déjà largué, hein, donc, et pour répondre à ta question, c'est la maison d'édition qui m'a contacté, à la fin ou début de l'année 2024, je crois. Je finissais un manuscrit, d'un autre roman, bon, je croyais que je finissais un manuscrit parce que je suis encore dessus, mais bon, ça avait été assez mobilisateur et je m'étais dit qu'il fallait que je retrouve un peu de plaisir et comme tu le sais, et je pense que tu partages, cette, caractéristique, pour nous, le plaisir, il est bien souvent entre les cordes. Donc j'avais très envie d'écrire un bouquin sur la boxe et j'ai reçu ce coup de fil de la maison d'édition. C'est un livre qui s'inscrit dans une collection. Il y avait déjà eu la NBA c'est quoi et le rugby c'est quoi, avec, un certain nombre de partis pris, notamment le fait que, ça commence, enfin que les portes d'entrée, ce sont les gestes techniques, au moins, dans la première moitié du bouquin. Donc, comme tu l'as dit, le jab, le crochet, l'uppercut, les esquives et cetera, avant d'élargir à d'autres notions un peu plus larges comme, le vice, la tradition, le business et cetera. Donc, moi, ce que j'ai, fait au tout début, c'est que j'ai pris, quelques instants pour, voir dans quelle mesure, la boxe, en tout cas cette approche s'adaptait ou non à notre sport et je me suis, presque immédiatement, rendu compte que non seulement ça s'adaptait bien, mais c'était même très malin pour, naviguer sur l'océan infini des boxeurs, des combats, des fulgurances, des drames, des tragédies qui font le sel de l'histoire de notre sport. Donc, ouais, j'ai foncé, vraiment, à fond et on a fait ce bouquin dont je suis très content. Le petit clin d'œil, c'est 12 chapitres, bien sûr, pour le nombre de rounds dans un championnat du monde. Tu disais, ça part du geste technique et j'ai adoré cette approche parce que tu mêles à la fois l'histoire de la boxe sur chaque geste technique avec une vraie approche didactique d'expliquer vraiment basiquement c'est quoi un jab, c'est quoi un crochet, quelles sont les différentes formes de jab, les différentes formes de coups qu'on peut mettre dans la boxe. Ça, c'était une volonté aussi d'avoir ce côté. Quelqu'un qui connaît pas la boxe, s'il ouvre ton bouquin, bah, quand il referme la dernière page, il sait à quoi correspond chaque coup.
Bah, oui, ouais, le pavé technique était important. C'était une attente, de l'éditeur notamment. Moi, au début, ça m'a un peu déstabilisé parce que je me disais: «Bon, bah, tu ouvres YouTube et tu vois à quoi ça ressemble, un jab, un crochet, un uppercut». Mais, au fil, des chapitres, je me suis aperçu qu'en fait, ça lui donnait une dimension, complète. Et je pense que c'est aussi intéressant de lire et de conv tu lis des choses, tu lis des combats, tu lis des gestes techniques, tu décortiques, tel ou tel geste et tu vas presque, te l'approprier mieux que si tu ne faisais que regarder. Donc je pense que pour les néophytes, cette dimension, elle est super importante. Je pense que c'est un bouquin qui, en fait, s'adresse aux 2 parce que, si tu es néophyte, tu as quand même une partie technique qui est très importante et puis, tu ressors du bouquin avec une liste de courses importante, avec, des tas de combats, à aller voir, des tas de boxeurs, sur qui tu peux lire d'autres livres ou enquêter ou approfondir ta connaissance et en même temps, si tu es un connaisseur, mais tu me donneras ton sentiment peut-être, tu revis cette, grande histoire de la boxe un peu sur un mode épique et à travers, bah, la sensibilité de l'auteur, et avec un certain nombre de partis pris, moi, il y a une dimension qui était très importante pour moi, c'est ce que j'appelle la sagesse du ring. C'est-à-dire, comment est-ce que, ce qui va se passer entre ces 4 cordes, comment est-ce que tu peux te les approprier pour, l'appliquer dans ta vie quotidienne? Qu'est-ce que ça veut dire, que, le coup, que tu as pas vu venir, bah, ce soit bien souvent celui qui t'envoie au tapis? Comment est-ce que tu vas, qui va décider de ton destin? Comment est-ce que tu l'appliques à ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire, quand tu es au tapis, que tu es conscient? Quel choix tu vas faire? Est-ce que tu vas te relever ou est-ce que tu vas rester au tapis? Peut-être que rester au tapis, ça a l'air d'être la solution la plus facile parce que tu laisses passer, puis tu rentres chez toi. Mais en réalité, c'est peut-être la solution la moins confortable parce que si tu avais pu te lever, te relever et que tu l'as pas fait, bah, tu vas vivre tout le reste de ton existence avec cette conscience-là, avec cette frustration-là. Donc voilà, je pense que ça parle aux connaisseurs et aux néophytes, mais peut-être que tu as quelque chose à dire sur ça? Parce que toi, tu es un connaisseur et le livre est passé entre des mains expertes. Oui, eh bah, je confirme totalement. C'est-à-dire, c'est vraiment je pense que ça s'adresse totalement aux 2. Tu le disais, c'est la boxe, c'est un microcosme de la vie, hein et tu nous fais découvrir tout ça à travers sa grande histoire, plus que centenaire. On parle de Dempsey jusqu'à Naoya Inoue, dont je porte la veste aujourd'hui pour le petit Ouais. clin d'œil, Nico. C'est toute cette grande histoire qu'on nous raconte et je t'ai entendu chez Sparring Podcast, je trouvais quelque chose de très intéressant où tu disais c'est vrai que quand on est connaisseur de boxe, on a tendance à se dire, quand on voit un nouveau livre de boxe, bon, bah, je vais relire des choses que j'ai déjà vues. Je vais réapprendre la même histoire. Et en fait, on replonge à chaque fois. Il Ouais. suffit de lire dès que j'ai lu les 3 premières lignes de ton livre, je l'ai quasiment lu d'une traite. Parce Ouais. que je replonge dans cette grande histoire et ça me fait toujours plaisir de relire ça et j'apprends toujours des autres choses et des petits détails en plus. Et je me faisais une réflexion et je voulais la partager avec toi, voir ce que tu en penses, mais je ne sais pas s'il y a un sport qui existe au monde où on prend plus de plaisir à contempler l'histoire que la boxe. C'est un vrai plaisir de replonger là-dedans, même quand on connaît les histoires, de revoir. Il y a des combats, je pense, toi comme moi, qu'on a revus des dizaines de fois et qu'on prendrait plaisir à revoir encore aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait un autre sport où il y ait cette telle appétence de replonger encore et encore et encore dans cette grande histoire. Ouais, c'est clair, mais je pense que c'est dû au fait que, et d'ailleurs, c'est le titre du dernier chapitre, c'est plus qu'un sport, la boxe hem, voilà, moi, ce que j'ai essayé de faire aussi et ça rejoint un peu ta réflexion. Donc moi, je suis un auteur français, un petit auteur français dans mon coin et on me donne un ordre de mission assez démesuré qui est de répondre à la question: «La boxe, c'est quoi?» Et pour ce faire, j'ai ressenti le besoin de me connecter à la tradition, américaine. Tu vois, quand tu lis, A.J. Liebling, Butch Schulberg, Jimmy Cannon, Thomas Hauser, Norman Mailer, J. Carl Oates, Prince Toledo, plus récemment, tu te rends compte que tous ces, écrivains et tous ces auteurs se sont, lus les uns les autres et se sont influencés et peut-être même à l'insu de leur, enfin, sans même s'en rendre compte, ils ont construit par couches superposées une cathédrale pugilistico-littéraire, extraordinaire en hommage à la boxe et donc moi, j'avais envie de me reconnecter à ça, pour, donner à voir, bah, toute la richesse, toute l'épaisseur de notre sport
et en même temps, pour lui donner de la vie. Parce que l'idée, c'était pas du tout d'écrire des résumés de combat, mais de voir avec les yeux qui ont vu, d'être là, tu vois? De savoir ce que se sont dit les boxeurs avant, pendant, après le match, de voir, de retranscrire la réaction du commentateur en direct. Tu te rappelles? It happened, tu vois? Oh oui, Ces ah oui, oui. fulgurances qui ont lieu au moment M, ou encore, la réaction de l'écrivain qui est au bord du ring et qui tout d'un coup va réagir à ce qui s'est passé, entre 2 hommes admis nus qui combattent, en convoquant des ressources, insoupçonnables, quoi. Ouais, non, mais tu as raison et c'est je sais que, pour ma dernière à RMC, au Fighter Club, j'avais fait un best-of de tous les combats qu'on avait eus, pendant la période où on avait fait l'émission et je faisais découvrir à enfin, j'essayais de faire deviner à Baba, mon partenaire, de jeu, sur RMC, quels étaient les combats et en fait, c'est vrai que c'est un sport où un commentaire nous suffit à Ouais. savoir de quoi on parle, à savoir de qui on parle, de quelle année on parle, de quel combat on parle et il y a vraiment ce lien, dans cette grande histoire que je trouve fabuleuse et pour rester un peu dans tout ce que tu disais, cette grande, ce sport qui est plus qu'un sport et qui a convoqué des artistes, que ce soit des écrivains, des cinéastes, à foison. Je pense que c'est le sport qui est le plus sujet à un canevas artistique. Parce que c'est la vie, c'est le microcosme de la vie, c'est plus qu'un sport, comme tu le disais, et ça raconte l'homme, en fait, plus que raconter, un sport. Et j'ai noté ta phrase dans le livre qui dit: «Les films ou les livres de boxe ne sont jamais seulement des films ou des livres de boxe. Ils parlent de la mort, du courage, de la peur ou de ce que c'est qu'être un homme». T'es d'accord avec ça, en fait, c'est le sport qui raconte le mieux ça, qui raconte le mieux l'être humain, en fait? Ouais, je pense, mais et d'ailleurs, c'est du pain béni pour les écrivains parce que tu te rends compte, c'est un récit en 12 actes, avec 2 personnages, vraiment, dépouillés de tous leurs attributs, qui sont en short, torse nu, pas ou peu de dialogue et une histoire, qui est sans doute la plus imprévisible qui puisse s'écrire, où tout peut arriver, Mmh. même la mort. Et je pense que derrière, toutes ces réflexions, ce même la mort, il est vraiment indispensable parce qu'il est essentiel. Parce que c'est ça ce qui fait, que la boxe est si belle et si dure à la fois. C'est que, on met vraiment notre intégrité physique, enfin ils mettent parce que moi je suis derrière mon écran à taper des mots, donc je ne mets pas grand-chose, en jeu. Non, non, mais tu as combattu une fois, je sais, à Ah Mexico, oui, à combat, j'ai un ouais. palmarès enviable d'un combat, une défaite, mais au Mexique quand même, donc c'est Voilà, quand même, il y a le petit surplus en plus. Mais ouais, oui, tu c'est sais quand je suis descendu de ce ring mexicain là, après, j'ai perdu par décision, mais j'ai vendu chèrement ma peau. Je me suis dit: «Ça m'a demandé tellement», tu vois? C'est la boxe, c'est un sport qui te demande tellement en termes d'entraînement, de résistance à la douleur, de discipline, d'ascèse, d'ascèse. Que pour devenir un boxeur amateur, médiocre, ça te change un homme, tu vois? Je me suis mmh. dit: «J Ça m'a demandé tellement qu'ils ont pas fini d'en entendre parler de ce combat au Mexique». Et non et pour finir sur cette relation des artistes avec ce sport-là, j'adore parce que même sur un même événement, on peut penser au Rumble in the Jungle, Ali Foreman à Kinshasa, ou si tu lis The Fight de Norman Mailer et si tu lis l'article de Hunter Thompson, c'est tellement pas la même vision. Tu as tellement deux façons de voir un même événement et deux façons de voir la vie autour de cet événement que moi, ça m'a toujours fasciné. Et quand on aime et la boxe et les lettres, bah, c'est royal parce que tout ce qu'on, je sais que c'est deux passions qu'on partage et c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans cette grande histoire. Pour rester sur, avant de rentrer sur d'autres questions de fond de ton livre, mais pour rester sur la forme, j'ai noté que la préface était de Bruno Suras Ah. et que la postface c'était de Rocky. Enfin, c'est une Ouais. fausse postface de Rocky Balboa. Moi, j'ai toujours dit, quand on est. Bruno, il ressemble à Rocky, même physiquement. Mmh. Il y a un côté, quand tu le regardes notamment de trois quarts, il y a quelque chose. Il y a une ressemblance. Ça t'a paru évident de demander à Bruno tout de suite? Parce que j'ai l'impression que Bruno, ce qu'il a vécu il y a quelques mois, c'est ça qu'on aime dans la boxe. C'est aussi ça, c'est la belle histoire, c'est l'inconnu qui sort de nulle part et qui se fait un nom et qui finit par pouvoir boxer sur des cartes Riyadh Season en Arabie Saoudite. C'était important pour toi que ce soit Bruno? C'était essentiel et ça a été un long chemin, Alex, parce que, en fait, le la sortie du livre a été repoussée pour ces histoires de préface parce qu'on n'arrivait pas vraiment à se mettre d'accord ou à tomber sur un nom évident. On a pensé
à demander à des rappeurs parce que, il y a pas mal de parallèles entre le hip-hop et la boxe, que je fais vivre, dans ce livre. On a pensé à demander à des anciens boxeurs, mais les noms un peu habituels et on n'était pas super emballés, quoi. On a demandé à un penseur du noble art qui nous a pas répondu et on n'était pas à l'aise avec cette histoire de préface. Si bien qu'un jour, je me suis dit: «Attends, mais c'est qui le mec qui incarne la boxe, en fait?» Et ma réponse, ça a été Rocky Balboa. Donc je me suis mis à écrire, une préface, dans la peau de Rocky Balboa, Mmh. dont j'étais assez content, honnêtement. Mais, en même temps, avec l'éditeur, on s'est dit, «On a écrit un livre, qui est censé te remuer dans ton fauteuil», tu vois? Où tu t'en prends plein la gueule, ça bouge, il y a un souffle épique. En tout cas, j'ai vraiment essayé de faire vivre ce souffle épique dans le bouquin et là, tu commences par un espèce de texte complètement crépusculaire de Rocky qui a 70 ans, qui est complètement déprimé, qui rêve de mourir sur scène, en fait. Mmh. Et donc voilà. Et puis un matin de décembre, je me lève, à l'aube, pour, regarder le combat de Bruno, à Tijuana. Je le connaissais pas moi, Bruno Suras, mais, je trouvais que, c'était super intéressant qu'un gars comme ça décide de saisir sa chance. Il y avait une espèce d'esprit d'aventure, de panache qui me plaisait beaucoup. Puis je trouvais qu'il avait un bon esprit, tu vois? De profiter du moment présent, d'en tirer le maximum et puis de jouer crânement sa chance. Donc je regarde, là, c'était vraiment à l'aube, en léger différé. Je regarde le combat et les rounds, défilent et je me dis: «Vraiment ce type il est digne». Je le trouvais vraiment digne et puis j'étais assez agréablement surpris parce qu'il était pas du tout tétanisé comme on aurait pu l'être, parce que clairement, il avait été jeté en pâture à Munguia, au Mexique, dans une catégorie, au-dessus de laquelle, il boxe, d'habitude, voilà, donc j'étais vraiment, impressionné et puis tout d'un coup, 6e je crois, il voit cette ouverture, et il y a un demi-temps d'arrêt et paf, il sort sa droite et là, ça a été comme une révélation où Mmh. quand j'ai vu tomber Munguia, il m'a reconnecté, avec la pureté de mon sentiment pour la boxe et de ce qui m'a fait tomber amoureux de la boxe il y a 30 ans, en fait, quand j'étais enfant. C'est-à-dire, bah, le panache, l'audace, le courage, la non-peur et aussi une certaine pureté, tu vois? Que la boxe, c'est un sport où tu te prépares toute ta vie pour quelques instants de vérité. En un coup, tu peux changer de destin et c'est vrai que ça, c'était un peu je l'avais un peu oublié dans le sens où, bah, il y a de plus en plus de combats où on connaît plus ou moins le résultat avant que le combat, ait lieu, c'est le boxing business, il y a du vice, de la triche, des cartes des juges improbables et lui, en un coup, il nous a rappelé la pureté de notre amour pour la boxe. Donc, immédiatement après, j'ai écrit à l'éditeur et je lui ai dit: «Attends, on le tient, notre Rocky français, en fait, il existe, il viendrait à un combat, remarquable à Tijuana, il faut absolument qu'il écrive, la préface». Donc d'ailleurs, c'est toi qui m'avais donné ses coordonnées, si je me souviens bien. Je lui ai écrit, on a discuté et il était partant pour faire ça et pour moi, c'était vachement important que ce soit lui qui ouvre ce bouquin. Mais tu vois, comme est la boxe, il nous reconnecte avec la pureté de la boxe et puis, quelques mois plus tard, son adversaire gagne la revanche et on apprend qu'il est dopé. Donc on est toujours, dans cette espèce de relation complexe, d'amour-passion et en même temps de déception et de frustration. Mais Tot bon, tot mais aussi on est encore là, hein, ça fait 30 ans, on est encore là. Non, mais c'est totalement ça. Et pour la petite, parenthèse d'ailleurs, au moment où on enregistre, on a appris hier qu'il y avait un autre, membre de l'équipe d'Eddie Reynoso qui était dopé, donc c'est le 7e qui est passé par ses mains. Et C'est ce personne n'enquête. Voilà, ce sport est terrible parce que, en plus, dans un sport où c'est quand même plutôt facile d'éviter les contrôles antidopage, se faire choper cette fois, c'est que tu as poussé le truc et ça passe. Et tu sais très bien que ça passera et qu'on oubliera tout, c'est que personne va enquêter là-dessus et personne va parce que c'est le boxing business comme tu dis, mais ce sport a cette comme tu dis, cette relation d'amour-haine, parfois on le déteste, mais on aime le détester. Enfin, Ouais. c'est très spécial et tu as raison, il a changé sa vie en un coup et c'est ça qui nous a fait aimer ce sport et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu, je l'ai regardé au petit matin comme toi et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel sursaut devant un combat Ouais, de ouais, boxe. ouais, Je ouais. me suis levé de mon canapé, il y avait un truc et tu vois, on parlait de ces commentaires mythiques et moi, j'oublierai jamais la commentatrice d'ESPN, ça restera gravé dans ma tête.
Bruno Suras has knocked out Rémi Mongoya. Et ça me restera ad vitam aeternam en tête parce que c'est. Et je pourrais entendre, je pense, cette phrase à 80 ans. Je sais de quel combat on parlera et j'aurai plein d'amour pour Bruno qui est un garçon extraordinaire. Et on vous réserve des petites surprises avec lui sur Jab Life pour le coup. Donc je vous Et en dis pas plus pour l'instant, mais on va faire des choses avec lui. chose curieuse à propos de Bruno Suras, il n'a jamais vu Rocky. Oui, je sais. C'est Incroyable. c'est Rocky très très étonnant. n'a jamais vu Rocky. Et je lui dis, il faut quand même qu'il se rattrape un peu. Enfin là, en plus, avec les moyens modernes, bon, c'est bon, tu peux le choper assez vite quand même. Mais il y a un beau clin d'œil que le Rocky français ne l'ait pas vu, en effet. Autre question sur la forme, tu t'en as un peu parlé, mais il y a beaucoup de citations de rappeurs qui parlent de boxe. Je sais que voilà, l'éditeur Vroom veut que cette collection-là soit très tournée pop culture aussi. Enfin, je t'ai entendu dans les interviews dire, ils t'ont demandé d'en rajouter un peu de ces citations-là. Mais c'est aussi la boxe, ça. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai fait une émission entière au RMC Fighter Club sur les liens hip-hop et boxe, qui était basé sur un livre de Todd Steiner, Todd Snyder, un des grands auteurs aujourd'hui de boxe américain, qui s'appelle Beatboxing, et qui expliquait tous ces liens dans l'histoire et le nombre de rappeurs. Il y a un index à la fin d'une centaine de pages où tu as tous les textes des rappeurs qui sont liés à la boxe. Qu'est-ce qui fait que c'est lié autant, tu penses? C'est Bah, les... c'est les mêmes histoires, mais pas dans les mêmes milieux? ouais, bah, pas forcément. Je pense que c'est le même milieu à la base. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu vois, tu as des rappeurs et des boxeurs qui ont grandi un peu ensemble ou en parallèle. Par exemple, Tupac et Mike Tyson, j'avais lu que, Mike Tyson avait fait rentrer Tupac en boîte de nuit quand Tupac avait 18 ans. Comme tu le sais, Tupac, s'est fait flinguer le soir de juste après, la victoire de Tyson contre Bruce Sheldon, alors qu'il devait se retrouver, dans un club de Las Vegas pour fêter ça. Et je pense qu'il y a un parallèle assez naturel en termes de trash talking, en termes de street credibility et aussi, et je pense que c'est important, et le public français, et qui a pas forcément une culture boxe ultra développée, ferait bien d'y prêter un peu plus attention en termes de rapport à l'ego. Et comment est-ce que si tu veux devenir un grand rappeur, ou si tu veux devenir un grand boxeur, par exemple poids lourd, tu es quand même obligé de te comporter un peu comme un héros cornélien et d'annoncer, par avance, Mm. ce que tu vas devenir ou au moins quelles sont tes ambitions. Tu peux pas devenir champion du monde des poids lourds en t'excusant d'exister, tu vois ce que je veux dire? Donc Totalement. Et je pense que c'est un truc, par exemple, que le public français qui n'a pas cette culture-là a beaucoup trop reproché à un Tony Yoka. oui, Bien sûr que c'était normal d'annoncer tes ambitions. Tu peux pas arriver en étant champion olympique en disant je veux faire une petite carrière et puis je me ferai battre par les grands champions. Non, tu dois avoir cette ambition-là. ouais, et c'est vrai que, bah, en fait, l'éditeur a fait vraiment un bon boulot, parce que moi, je le confesse sans trop de problèmes, j'ai un rapport un peu passéiste, Mm. à mon sport, c'est vrai que quand il m'a dit, parce que j'avais dû citer un rappeur, je pense que j'avais dû citer Tupac en parlant de Mike Tyson, et ils m'ont dit, «Tu devrais le faire plus souvent parce que ça apporte un truc, c'est rigolo, c'est pop culture et cetera». Et j'ai été vraiment, ravi, en plus j'aime bien le rap, d'aller piocher des punchlines ici ou là pour nourrir ce parallèle. Mais c'est aussi le cas, tu sais, pour les boxeurs. Mon rapport est tellement passéiste au sport que c'est l'éditeur qui m'a dit: «Alors là, tu vas tomber de ta chaise, bah, tu as oublié Naoya Inoue». Que j'adore, hein, mais c'est vrai que j'étais tellement dans mon truc des boxeurs un peu à l'ancienne que j'avais complètement zappé Inoue et bah, je l'ai rajouté et je suis ravi de l'avoir rajouté. Tu feras une bise à ton éditeur pour moi. Ouais, ça marche. C'est important. C'était important d'en parler. Non, mais ce rapport, il est évident. Moi, je trouve que dans le clash de rap, tu sais, ces moments où deux rappeurs se retrouvent face à face et s'envoient des punchlines, c'est un combat de boxe, en fait. Ouais, C'est à qui va mettre l'autre KO. D'abord, tu mets tes petites jabs avec tes premières punchlines et puis tu essayes de mettre le gros coup avec le bras arrière, quoi. Il y a un vrai rapport là-dedans. Et moi, je citais dans l'émission que j'avais fait, je trouve que c'est très symbolique, mais le Wu-Tang, qui est un des plus grands groupes de rap de l'histoire, son premier gros tube, quand ils arrivent avec le Enter the Furtive Chamber, leur premier album qui cartonne, c'est Protect Yannick. Et la première phase de Protect Yannick, c'est dit, on arrive dans le game du rap comme Smoking Joe Frazier. ah ouais. Et Mais je tu trouve... vois? Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est super intéressant que tu parles des clashs,
du Wu-Tang et le Joe Frazier parce que je pense qu'il y a autant dans le rap que dans la boxe, si tu vas au-delà de ce que tu vois à première vue, en fait, tu rappes et tu boxes, non pas contre, mais avec. D'ailleurs, c'est ce que Frazier n'a jamais compris. Il n'a jamais compris que et je le comprends, hein, parce que Ali l'a vraiment, soumis à rude épreuve, s'est attaqué à sa dignité, on connaît son OP agressif sur la couleur noire, envoyer tous ses adversaires du côté des shérifs du Sud et du Ku Klux Klan. Ça, Frazier l'a jamais digéré, mais il a jamais compris non plus que la grandeur d'Ali, notamment, dans l'après-carrière, tu vois? Quand on en faisait des tas sur Ali qui allume la flamme à Atlanta et cetera. Il a jamais compris que cette grandeur, c'était aussi sa grandeur, tu vois? D'ailleurs, il y a une anecdote, moi, qui m'a toujours fait rire et j'ai une certaine tendresse pour cette haine, tu vois, inconditionnelle, de Frazier à qui on demande, après, qu'Ali ait allumé la flamme, à Atlanta, «Qu'est-ce que vous en pensez?» Joe Frazier et Frazier répond: «Bah, si j'avais été là, je l'aurais poussé dans le feu». Je l'adore aussi, mais ça c'est le résumé de tout. C'est le résumé de cette relation évidente. Tu disais tout à l'heure, tu as un rapport passéiste à la boxe. Tu restes un gros consommateur de boxe aujourd'hui? Non, franchement, non. Heu c'est des lumières dans la nuit, en fait, Mmh. mon rapport à la boxe. En fait, j'ai tendance à me faire, aspirer vers le passé où je vais, lire des bouquins sur les grands boxeurs qui me plaisent, notamment des bouquins en anglais parce que je pense que vraiment la source, elle se trouve là-bas. Mmh mh. Je vais aller voir des vieux combats de temps en temps quand j'ai le temps. Là, j'ai 2 gamins donc je peux te dire que la boxe, est dans les cordes, hein, de temps, 2 gamins en bas âge. Mais de temps en temps, en fait, l'actualité me rappelle. La droite de Bruno, bah, ça m'a replongé dedans, bah, les combats Usyk Fury, ça m'a fait replonger. Puis je suis quand même quelques podcasts dont le tien qui me plaisent bien pour me tenir au courant. Mais disons que je suis pas un je je mets pas mon réveil pour, voir un truc en pay-per-view, quoi. Mmh. Ouais, non, je te comprends. C'est vrai que c'est en plus, quand on a ce rapport avec ce passé si glorieux, parfois ce que devient la boxe moderne est plus difficile à suivre. Même si je vois encore des figures qui tu citais Naoya, tu citais Usyk, Ah ouais. qui pour moi sont dans l'affiliation de ces grands champions du passé et qui représentent beaucoup plus qu'un sportif pour leur Ouais. pays, pour, tu vois, ce qu'ils ont lancé aussi dans leur pays, pour le coup Usyk avec tout ce qui s'est passé aussi avec l'Ukraine. Au Japon, tout ce que Naoya a créé et tout ce qui va arriver derrière, c'est que des petits Naoya, en fait. Il a créé une génération qui va régner sur les petites KT pendant 30-40 ans et ces mecs-là, je trouve, sont encore dans cette filiation du boxeur à l'ancienne pour ce qu'ils apportent à leur pays, à leur communauté. Et puis, tu vois, on parle d'Usyk, on pourrait parler aussi de Lomachenko et je pense que ces dernières années, il y a eu une vraie réflexion, tactique, et technique sur la boxe, avec des boxeurs comme Lomachenko et Usyk, sur une nouvelle manière de boxer qui est vraiment passionnante et qui aussi révèle que la boxe, c'est aussi un moyen d'expression. C'est-à-dire que tu vas aussi boxer comme tu es. Tu faisais référence à Yoka, il y a quelques minutes et tu vois, c'est un contre-exemple parfait à mon sens. C'est un très bon élève, il a des gestes très purs, ça a toujours été un bon boxeur. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui malgré ses hauts et ses bas, mais c'est vrai que je pense qu'il est bloqué, émotionnellement, et tu vois, dans son dernier combat, j'ai entendu le Capitaine Crochet, un autre podcasteur, faire cette réflexion que je trouve très juste où il se donne pas la liberté d'exprimer qui il est vraiment sur le ring. Il suit un game plan très très rigide, très carré, mais il se donne pas la liberté d'exprimer qui il est et tu vois, moi, ce qui m'intéresse, quand je vois des boxeurs, combattre, c'est qu'ils expriment quelque chose d'eux-mêmes, tu vois? Mmh. Je pense au vieux Foreman, je pense que c'est le meilleur exemple d'ailleurs en termes pour expliquer ça. La première partie de sa carrière, en fait, il était pas lui-même. C'était un espèce de clone, de Sonny Liston, hein, ce boxeur, qui terrifiait, les foules.
dans les années 60 et qui jouait à faire peur. Et Foreman a été son sparring partner et il le mimait. Donc, il insultait les journalistes, il fusillait ses adversaires du regard et on sentait qu'il boxait de manière extrêmement tendue. Ce qui lui vaudra peut-être de perdre contre Ali en 74 parce que trop de tension, ça consomme énormément d'énergie. Alors que quand une fois qu'il a eu sa révélation dans un vestiaire de Porto Rico en 77, je crois, où il trouve Dieu et en fait, en trouvant Dieu, il se trouve lui-même et en se trouvant lui-même, il tombe le masque et il devient lui-même, c'est-à-dire un type charmant, qui a le sens de l'humour, qui est très détendu, qui, dans un premier temps, décide de raccrocher les gants et de se consacrer, à diffuser la parole du Seigneur, mais qui 10 ans plus tard, quand il décide de revenir sur le ring, il revient tel qu'il est, Mmh. en bonne humeur, et surtout extrêmement relâché sur le ring, ce qui lui permet en fait de redevenir champion du monde. Parce que s'il avait été tendu comme lors de sa première carrière, il n'aurait pas pu, heu, tenir le choc pendant 10 rounds contre Michael Moorer, qui voilà, le soumettait à rude épreuve. Il aurait plus eu le jus pour lancer cette droite, qui lui a permis de boucler la boucle et de chasser ses vieux démons en redevenant champion du monde, 20 ans après le Zaïre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme cet uppercut qui passe à Jerry Cooney, c'est à peu près le moment où son comeback, ne fait plus rire, ne suscite plus de moquerie. Il met une fois Cooney par terre, on le renvoie dans son coin, l'arbitre, demande aux 2 hommes de reprendre, les débats et tu le vois marcher comme en passant, il marche tout doucement, tranquillement, complètement relâché et en marchant comme en passant, crac! Il place cet uppercut qui abat Coney comme un chêne. Ça, c'est magnifique et là, il boxe tel qu'il est, complètement détendu, complètement relâché et ça, Ouais, je c'est pense que c'est important pour comprendre la boxe, de comprendre que c'est un moyen d'expression et c'est peut-être pour ça que la boxe est une drogue à accoutumance parce que, bah, tu exprimes qui tu es quand tu es sur le ring. Sans compter que quand tu éteins la lumière, après avoir, peut-être produit, sous les feux des projecteurs pendant des années et que tu retournes à métro boulot dodo, ça fait quand même un choc, quoi. mais quand tu m'as devancé parce que quand je t'entendais parler de ce côté détendu, j'ai pensé direct à cet uppercut contre Cooney parce que en effet, le vieux Foreman, il le fait pas. Là, il est lui-même, il est relâché et il te place ce truc qui restera un des uppercuts les plus mythiques de l'histoire de ce sport, c'est évident. Tu parlais de cette addiction un peu qu'on a aussi, et cette addiction qui a parfois plusieurs visages, mais tu cites dans ton livre Norman Mailer, et je vais reciter la citation parce que je voulais qu'on discute un peu de ça aussi. Les fans de boxe viennent au combat pour se faire arnaquer et ils le savent. Ça fait partie de leur plaisir. Les fans de boxe sont des gens amers. L'arnaque conforte la piètre opinion qu'ils se font du monde. T'es d'accord avec cette phrase de Norman Mailer? On a ce côté-là, en fait. Bah, je sais pas, si, ça conforte notre piètre opinion qu'on se fonde, mais je pense qu'il y a une espèce de va-et-vient entre la déception et l'émerveillement. S'il y avait que de la déception, on décrocherait. Mais à un moment, il y a la droite de Suarez et tout d'un coup, on se reconnecte avec l'enfant qu'on était ou le jeune ado qu'on était quand on a découvert ce sport. Ou en fait, je pense qu'on a été aussi marqué parce que, sans le verbaliser, on s'est rendu compte que, bah, il y avait d'autres choses qui étaient en jeu. C'était pas seulement, un combat, c'était pas seulement gagner. Il y avait d'autres choses qui jouaient, un moyen d'expression, des rêves, même illusoires, un horizon, il y avait d'autres choses qui se jouaient. Et en même temps, si c'était que de l'émerveillement, bah, on serait des bénis oui-oui et des bénis de la crèche et non, c'est pas ça. Ce qui est fascinant aussi dans la boxe, c'est la vie, c'est le vice, c'est la triche, c'est le boxing business, c'est décortiquer le boxing business. Nico, je voulais aussi, pour inciter aussi les gens à aller découvrir La boxe, c'est quoi, ce superbe livre que tu viens de sortir, en lire deux, trois extraits sur des thèmes sur lesquels je voulais qu'on discute ensemble. Alors, je vais te les retrouver là tout de suite. Je me suis fait mes petites marques. Euh, et la première, elle va aller sur la tradition. Et parce que c'est un sujet qui m'intéresse, puisque tu sais que Jab Life, comme moi, même quand j'étais avant, c'est la boxe, mais aussi le MMA. Ouais. Donc, je voulais citer ce passage. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est du Nico Zessler dans le texte. La boxe est morte. Cette phrase revient comme un serpent de mer après chaque nouvel accident, chaque nouveau scandale, ou par contraste avec la santé florissante de la boxe pied-point hier et du MMA aujourd'hui.
La boxe, ce vieux sport de brute idéaliste, a-t-elle encore un avenir? Combien sommes-nous à percevoir encore la beauté de ce spectacle anachronique? La beauté de deux athlètes dans la fleur de l'âge qui tiennent une forme du tonnerre, tout heureux de se châtaigner sans penser au lendemain. La beauté de l'inutile. La boxe est une vieille dame, son visage porte la trace de mille tragédies. Cette figure cousue de rides et de cicatrices reste son plus bel atout. C'est cette patine de légende qui se pose sur ses champions à mesure que les années filent. C'est le souvenir des temps héroïques. C'est ce qui fait qu'on y revient toujours. La boxe vivra à condition de ne pas avoir la mémoire courte. Quel avenir il a ce sport, Nico? Bah, je sais pas. C'est moi, je crois que tu lu un passage dans lequel, j'expliquais vraiment ma position. C'est-à-dire que pour moi, la boxe, elle a de l'avenir à condition d'avoir de la mémoire, à condition de savoir qui elle est. C'est-à-dire, cette vieille dame, qui est le résultat de 1000 tragédies, de 1000 combats, de 1000 blessures et cicatrices. Alors, j'allais plus loin, mais elle peut disparaître, la boxe, selon toi? Elle peut mourir? Je pense qu'il y aura toujours, des gens comme toi et moi qui muséifieront, Hmm. leur passion, hein. Donc, y on aura toujours cette possibilité de retourner à la source, de retourner aux temps héroïques, de faire revivre les exploits des grands champions ou de les revivre à travers eux. Donc, elle peut disparaître complètement, non. Après, est-ce qu'elle a un avenir? Je sais pas. Disons qu'elle a un rapport peut-être conflictuel ou complexe avec les temps modernes. Moi, je suis pas partisan, mais peut-être que je me fourre le doigt dans l'œil, d'appliquer à la boxe, bah, la dictature des temps actuels. Hmm. J'ai pas envie que la boxe, elle se fasse fragmenter, tu vois, pour obéir à TikTok et à Instagram. J'ai envie que les gens lisent des livres de boxe, j'ai envie qu'ils aillent voir des vieux combats en noir et blanc. J'ai pas envie que, un monsieur, aussi riche soit-il, jette par la fenêtre, 2 siècles, de tradition de boxe défensive, parce que il veut que les boxeurs, se rentrent dedans pour faire, le spectacle, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, totalement, totalement. Mais moi, je la vois pas mourir non plus, mais elle peut faire peur parfois. Quand je vois quand même ce que, par exemple, veulent faire, puisque on parlait des deux sports, ce que veulent faire les dirigeants de TKO, de l'UFC, en intégrant ce sport via partenariat avec l'Arabie Saoudite. Et tu sens que derrière, il y a la volonté de faire tomber le Ali Act. J'ai fait plusieurs épisodes où on expliquait tout ça plus en détail. Mais j'ai l'impression qu'elle peut quand même changer de forme et que on n'est pas à l'abri que certains nous la cassent un petit peu. En fait, je pense que des gens comme toi et moi, mais on n'est pas les seuls, hein, il faut qu'on soit assez vigilants sur ce sujet. Je pense qu'il faut qu'on défende notre tradition, ce qui a fait la grandeur de la boxe. Tu vois, pour revenir à cette histoire de prime au chaos, moi je trouve que c'est quand même incroyable cette histoire, où que les combattants n'ont pas le droit de monter sur leur bicyclette, il faut qu'ils se foncent dessus. Ils jettent par la fenêtre quand même, 2 siècles de Mmh. boxe, défensive. Ça a commencé avec Daniel Mendoza au 19e siècle, qui était un petit bonhomme, sans doute un poids moyen, qui boxait contre des Golgoths, hein, dans l'Angleterre de la fin du 19e, mais qui arrivait à sortir, enfin à s'en sortir parce que, ça a été le premier boxeur à se servir de ses jambes pour se mettre à distance, ou pour couper la distance de manière très brusque afin de travailler au corps, puis se remettre à distance. Et les mecs en face de lui pétaient un câble, si bien que je le raconte dans le livre, à un moment, il y en a un qui a littéralement, oui, fondu une durite et qui l'a attrapé par les cheveux pour le rouer de coups parce qu'il n'arrivait pas à trouver de solution à cette nouvelle manière de boxer sur les jambes. Donc, je pense qu'on a, tout à gagner à nous, ne pas nous laisser déconnecter de notre passion, de notre tradition et de défendre, voilà, ce passé, cette histoire, ces générations de boxeurs et boxeurs qui, en sacrifiant une part d'eux-mêmes sur le ring, ont édifié on construit cette histoire, quoi. Mais je l'ai dit sur Jab Life avec Kabir et Dylan, qu'on retrouvera la semaine prochaine pour un gros épisode, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de boxe en ce mois de juillet à évoquer. Et c'est une insulte à l'histoire de ce sport. C'est une insulte claire et nette. Et
Moi, je suis pas du genre parce que j'ai vu ce genre de critique passer. Il dit vous critiquez les Saoudiens alors que vous critiquez pas d'autres personnes qui rentraient dans la boxe. J'ai aucun problème à ce que les Saoudiens viennent dans la boxe s'ils respectent son histoire et sa tradition. Ouais, C'est mais ce tu que. vois, en fait, les Saoudiens, quand ils ont débarqué, moi, je me suis dit: «Ah, il y a un air de déjà vu, finalement, ils font un peu comme Mobutu au Zaïre ou, Marcos aux Mm, Philippines, pour Ali Frazier III». C'est une manière de s'acheter un coup de pub mondial, et de faire un peu diversion sur, des problématiques liées au respect des droits de l'homme, à la répression et cetera. Rien de neuf sous le soleil et puis mm, petit à petit, j'ai compris qu'en fait, ils ne louaient pas la boxe pour, des fins de propagande, mais qu'ils l'achetaient, et quand le mec a acheté, The Ring, franchement, moi, ça m'a fait mal, hein. Alors j'étais content qu'il y ait de nouveau une version papier, mais en même temps, la bible de la boxe qui se transforme en agence, à émettre des communiqués de presse, pour, Turquie et et l'Arabie Saoudite, Riyad Season, franchement, j'ai un peu de mal à digérer, hein. Je sais mm. pas ce que tu en penses, mais Je suis complètement d'accord. Ça, j'ai dit aussi. Ils ont acheté un sport. Et c'était le seul sport qui a une possibilité de basculer parfois dans le mainstream parce que des gros combats mmh, basculent parfois dans la culture populaire plus globale. C'est mmh, le seul sport que tu peux acheter. Tu mmh, t'achètes pas le football, tu n'achètes pas le basket, tu peux pas faire ça. Là, ils sont en train de faire quelque chose, en effet, qui représente acheter le sport. Et de toute façon, ce sport a toujours eu cette relation avec tout ce qui le fabrique. Tu cites Jimmy Cannon, la boxe est le quartier rouge du sport américain, mais ça dit beaucoup de choses. Et par exemple, j'en voyais quand les Saoudiens arrivent, quand Turquie est arrivée, et dire parce que Turquie a un passé un peu trouble hein, en termes de respect des droits de l'homme aussi. Si vous allez lire des articles sur ce qu'il a fait avant d'être dans la boxe, vous allez peut-être avoir des surprises parfois. Mais c'est l'histoire de ce sport, c'est l'histoire de la mafia, c'est l'histoire de Carbo. Ce sport, il a été fait par des sales types, on va le dire, hein, pendant très longtemps. Et ça fait partie de ça, en fait, ce sport. mmh. Ouais, et puis pour, reprendre, l'histoire de la mafia, en fait, à partir du moment où tu as des mecs qui se castagnent et avec des parieurs autour, bah, ça ne pouvait qu'attirer, la les C'est- salles, hein. C'était absolument obligé. Enfin, tu vois, il y a pas d'autre possibilité, en fait. Je voulais te lire un autre extrait. Alors, je vais te le retrouver. C'est dans le chaos. Voilà, c'est dans le chaos. Donc, du chapitre 8 qui est sur le chaos. Le chaos est une mort symbolique. Si un boxeur envoyé au sol ne se relève pas au bout de 10 secondes, il tombe hors du temps, il est considéré comme mort. C'est ce qui fait de la boxe un sport si particulier. Le but est de blesser. Le cerveau et les organes vitaux sont la cible et le chaos est recherché. Les émotions ressenties sur et au bord du ring sont à ce prix, ces mêmes émotions qui nous forcent à reconnaître que les expériences les plus profondes de nos existences sont comme des événements physiques. Et comme dans la vie, le coup que l'on n'a pas vu venir, celui du chaos, est bien souvent celui qui décide de notre destin. Tu en as parlé un peu de la fin de cette citation au début de notre conversation. Moi, je voulais aussi revenir sur l'idée de ce sport qui cherche à détruire. C'est le seul sport au monde. Mmh. Enfin, il y a aussi le MMA aujourd'hui, d'autres sports de combat. C'est quand même particulier d'avoir cette passion. Moi, parfois, quand je vois dernièrement Jingiro Shigeoka, qui était un de mes boxeurs chouchous, qui est aujourd'hui encore en état végétatif à l'hôpital après son dernier combat au Japon, j'ai parfois mon cerveau, il se bat avec lui-même, hein, Nico, Bah, dans l'amour de ce sport. si tu pas un sale type, tu as forcément à un moment, un petit sentiment de culpabilité. Ouais. Après, je pense que tu peux avoir une certaine, éthique dans ta manière de suivre la boxe. Par exemple, moi, il y a un truc qui me révulse, c'est les mecs qui crient «Tue-le» quand ils sont bien assis, avec leur cigare et au bord du ring et ils crient: «Tue-le, tue-le». Ça me rend fou. Je pense que c'est vraiment le comble de la vulgarité et de l'inhumanité. Je pense C'est que tu peux aussi, quand tu vois un combat, tu vois, ce qui nous donne, autant d'émotions, c'est qu'on se projette, dans la peau des combattants et je pense que quand tu es pas un saltif, encore une fois, tu as tendance à te projeter, et à ressentir la puissance des coups, comme si tu étais le boxeur qui est en difficulté. mmh, Tu vois? Moi, je sais que quand j'allais, ça fait un certain temps que j'y suis pas allé, mais à un moment, j'allais souvent voir de la boxe en direct, tu vois? Dans les salles, bah, au Mexique quand j'y habitais ou bah, en région parisienne quand j'y habitais aussi, et quand j'entendais le bruit des coups, tu vois? C'est un délire quand même quand tu entends
le bruit des gants, professionnels, tu vois? Relativement fins, paf! Tu entends des espèces de, tu vois? Limite, tu entends les phalanges qui s'écrasent contre les pommettes, et ben, là, tu peux pas crier tue-le, et même si tu es émerveillé par la prouesse technique, physique, en même temps, tu es un peu horrifié par la violence, Mmh. qui se joue, et d'autant plus quand, tu as fait un petit tour sur le ring. Moi, je me souviens, moi, je me suis pas mal entraîné, hein, j'ai fait pas mal de boxe, mais j'ai fait qu'un seul combat amateur, et quand je suis descendu du ring, j'en revenais pas, en fait, de la violence, Mmh. l'expérience, en fait, que que tu vis sur un ring, même amateur, même pour un premier combat. C'est un truc de fou, en fait, c'est complètement anachronique. Mmh. Et en même temps, c'est fascinant, et c'est une expérience à vivre, si, tu es en f tu es no tu la condition physique et la volonté de la vivre. Ouais, c'est fascinant pour ça, pour ces multiples facettes, ce sport-là. Et tu disais, ce Tulle, c'est un truc qui me m'horrifie. Par exemple, c'est devenu un des chants traditionnels à l'UFC Paris. Ah Quand ouais? l'UFC vient à Paris, les mecs chantent, c'est un des chants traditionnels. C'est genre, tu vois, c'est le beat go. Il y en a un autre que je vais même pas citer là parce que ça s'attaque aux mamans, tu vois? Mais il y a voilà, c'est des choses qui, moi, me révulsent parce que les mecs se donnent, et prennent des risques immenses pour rentrer dans cette cage, comme ceux qui montent dans le ring, pour nous divertir, pour le divertissement du public, et d'avoir ce truc de tue-le, tue-le, qui en plus est toujours désigné pour l'étranger qui vient combattre le français. Enfin, il y a un côté très, très malsain à ce qu'on voit là, et il faut que ça reste du sport quand même, en soi. J'ai deux thèmes encore. Vas-y. Juste, un petit commentaire additionnel. Je me souviens, j'étais, à la Arena México, qui est le grand stade, un des grands stades de boxe, au Mexique. En fait, c'est là où tu as les tournois des Golden Gloves, de la ville, et c'est là où tu as les matchs de catch, toutes les semaines, et j'assistais à une réunion avec mon entraîneur mexicain, et à un moment, je me suis mis à pontifier, tu vois? «Il devrait faire ci, il devrait faire ça, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec?» et cetera. Tu avais un boxeur qui boxait pas très bien, et là, le mec, il m'a arrêté direct, il m'a dit: «Attends, là-haut, c'est une autre histoire, en fait. Tu es jamais allé, tu es jamais allé, tu sais pas ce qui se passe là-haut, en fait, donc tu te calmes tout de suite parce que tu peux, c'est un délire, en fait», et il avait complètement raison. Donc moi, je pense qu'il faut être vraiment très prudent et très respectueux de tous les boxeurs qui viennent se produire, parce que tous, d'une manière ou d'une autre, ils viennent nourrir la machine à rêve, quoi. Même ceux qui perdent par KO au premier round, bon, bah, à un moment, il faut aussi qu'il y ait des carrières qui se construisent, et qu'il y ait des mecs qui gagnent en confiance, qui prennent des rounds, donc respect pour les journeymen aussi. Ouais, complètement. Et c'est pareil, ce genre d'expression comme les plombs, il affronte un plombier ou il affronte une canette. Genre de choses que je n'aime pas du tout non plus, parce que monter dans un ring, c'est déjà en soi un exploit qu'il faut reconnaître et qu'il faut admirer. Deux petits derniers thèmes, Nico, c'est toujours passionnant de parler avec toi. L'état de la boxe en France, on sait qu'elle va pas très bien, on va pas se mentir. Elle n'est pas florissante. Est-ce que tu penses qu'elle peut revenir comme un sport qui compte? Tu vois, je parlais tout à l'heure de ce qu'a égrené un Naoya Inoue au Japon. Il faut savoir que ouais, moi, vous savez que je suis très, très suiveur de la scène japonaise. Je veux dire, aujourd'hui, on a les tournois nationaux pour les gamins qui sont en primaire, au collège, qui sont filmés. Moi, je regardais des tournois nationaux de lycéens ou de collégiens sur YouTube, tu vois, au Japon. Il y a une structure très forte. Et, tu vois des Naoya, des Yoshiki Takei, d'autres grands noms qui donnent de leur temps pour donner des cours aux gamins, qui les reçoivent dans leur salle, pour faire des grands séminaires, des grandes masterclass. Et tu sens que la structure est forte et que ce sport peut exister pendant longtemps, et bien vivre pendant longtemps dans ce pays-là, parce qu'ils ont créé quelque chose de solide. Tu penses que la boxe peut redevenir solide en France, ou elle aura du mal à réexister dans ce temps moderne, qui est en plus le temps du temps court, tu vois, et qui donne pas la place au temps long? Alors, je suis, mitigé, parce que d'un côté, c'est vrai qu'il y a énormément de concurrence sur les, champions potentiels, hein. Heu, la boxe pied-point, le peut-être que le futur champion des lourds, il s'est inscrit dans une salle de MMA, tu vois?
Mmh. Donc tu as énormément de concurrence et je suis pas sûr que le nombre de licenciés, à la FFB, il soit, particulièrement florissant ces derniers temps. On manque un peu de culture en boxe et ça, je pense que c'est quand même extrêmement frustrant pour nos champions, parce qu'ils s'en prennent plein la gueule alors que, franchement, c'est pas facile de percer quand tu nais en France, hein, clairement, hein. Tu vois, il y a des pays qui sont bien moins riches que la France, mais qui ont une tradition, pugilistique telle que, bah, très vite, les mecs, ils sont sur des rails. S'ils vont pas forcément devenir champions du monde, mais ils font des vraies carrières de boxeurs professionnels où ils boxent souvent. Ils sont reconnus dans la rue, félicités, il y a, des postes d'entraîneurs de boxe pour, leur reconversion. Je pense notamment au Mexique. Moi, j'avais des potes qui sont devenus pros et je sais pas, ils ont dû faire 20 combats, 10 victoires, 10 défaites, mais, c'est un moment important de leur vie et ça leur a apporté quelque chose, tu vois? Alors qu'en France, le mec qui fait 10 combats, 10 défaites, Heu, je suis pas super confiant sur la suite et en même temps, heu, on n'est jamais à l'abri, d'un retour de flamme, si tout d'un coup tu as une figure, Mmh. ultra charismatique qui émerge et un peu comme l'avait fait la Team Solid, après les JO de Rio, avec, la quand même le bémol que, ben, la boxe reste un sport un peu anachronique et qu'est-ce tu vois? Après la Team Solid et les exploits de Rio, tu as eu, plein d'inscriptions, dans les clubs de boxe, mais, que sont devenues Mmh. ces inscriptions, quand les gamins sont revenus avec des bleus, des nez un peu amochés et cetera à la maison, tu vois? Donc c'est pas évident. Après, je pense que la clé, c'est quand même de réussir à s'inscrire dans une tradition et c'est ce que fait extrêmement bien Bruno Suras. Tu vois, lui, vraiment et c'est encore une fois, encore une preuve de la qualité de ce mec. Il s'inscrit dans une vraie tradition, marseillaise, de boxeurs marseillais, de relations avec les anciens, Mmh. de représenter les anciens, et donc mais peut-être que Marseille est un microclimat. Mais tu vois, tu as on citait tout à l'heure Tony, Yoka. Tony, moi Mais je fous je de ma gueule. je suis pas l'avocat de Tony, mais il faudra toujours souligner combien il a essayé. Il a Mmh. essayé de relancer ce sport ici parce qu'il savait que c'était la figure, sortie de Rio qui pouvait faire quelque chose et il s'est inscrit dans cette tradition. Aller boxer à Roland-Garros, Ouais. quand on connaît, voilà, l'histoire de ce sport et qui a boxé à Roland-Garros, heu, il y avait des choses, tu vois? Il a essayé de faire des choses et moi je lui tirais toujours mon chapeau là-dessus parce qu'il en faut et pas tu le disais, parfois il suffit d'un mec, en fait. Il Ouais. suffit aussi d'un mec charismatique qui va au bout du truc, mais ce sera toujours plus dur aussi, plus long parce qu'on n'a pas ces structures-là et tu vois? Je prends un exemple récent, Bakary Samaké, qui est un gros talent français. Je pense qu'il a commencé sa carrière pro avant Abdullah Messon, qui est l'une des pépites américaines. Sauf qu'Abdullah Messon, il a été pris par Top Rank très vite et qu'en novembre, il fera son championnat du monde. Il fait son championnat du monde contre Sam Noakes à Riyad le 22 novembre. Et en fait, c'est des carrières qui pouvaient être un peu parallèles, puisqu'ils ont à peu près le même âge, je pense. Sauf que tu en as un qui est beaucoup plus accéléré parce qu'il bénéficie de structures. Et pourtant, le travail que fait Bakary avec son papa pour faire exister la boxe ici, il est fort. C'est remarquable, ils essayent de faire des choses qui sortent des sentiers battus pour refaire vivre ce sport. Mais t'as pas les structures d'accompagnants que peuvent avoir un Abdullah Messon aux États-Unis, quoi. Mais ce que tu, pointes et je pense que c'est aussi la leçon qu'on doit tirer du parcours de la Team Solid, c'est que si tu es français, tu as un haut potentiel, il faut aller à l'étranger direct, hein. Faut s'en aller. Bah, Ouais. il faut s'en aller comme Mbili. Ou si, tu es français et tu commences ta carrière, à un moment, tu prends ta chance comme Suarez, quand il est parti à Tijuana pour défier Munguia. Mais la lumière viendra de l'étranger, ça Mmh. c'est sûr. Ouais, tu vois, Bakary, je pense qu'il va être bientôt temps et je pense qu'ils le savent, son équipe, d'aller ailleurs. Mmh. Parce que tu es arrivé déjà au niveau où tu iras pas beaucoup plus loin ici parce que la structure le permet pas. Même l'économie le permet pas. Et je finis Moi par une vas-y, moi dis-moi? juste, ce qui m'étonne, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est qu'il y ait pas plus de Français qui déménagent en Angleterre, parce qu'on a vraiment un pays de boxe à 2 pas, un coup d'Eurostar et tu es dans un pays de boxe. Mmh, je suis Pour complètement moi, c'est d'accord. ouais. Écoute, mais peut-être plus le front à l'avenir aussi. Enfin, on verra comment ça tournera. La dernière question, elle est plus globale, mais elle est en 2 parties. Heu, Toi qui les as chapitrés, tous ces trucs, c'est quoi le plus important dans la boxe, selon toi, après avoir écrit ce livre? Waouh. Qu'est-ce qu'il faut posséder de plus?
C'est quoi l'élément le plus important à posséder? Oh, je sais pas. Je pense que la différence, c'est, alors c'est difficile à mettre en mots, mais j'ai l'im pour le dire de manière un peu prosaïque, les boxeurs qui font la différence, ce sont les boxeurs qui sont sur le ring comme chez eux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce sont les boxeurs qui, heu, hem, jouissent d'être sur le ring, de se produire, de s'exprimer sur le ring, même quand ils prennent des coups. Parce que tu as plein d'excellents boxeurs et puis il y a un moment et il y a une droite adverse qui rentre et c'est un peu tout l'édifice qui s'ébranle ou qui s'effondre. Ou alors des boxeurs extraordinaires en sparring et puis, quand ils sont devant 40 000 personnes, bah, c'est tout d'un coup, les coups se font un peu plus larges, un peu plus lents, le menton un peu plus fragile. Et tu as d'autres boxeurs qui, se nourrissent de ça. Et je pense que c'est vraiment ça la différence. C'est les boxeurs qui sont comme chez eux sur le ring. Ouais. Non, je Parce peux te qu'après, tu en as qui ont, le facteur X, qui peuvent terminer un combat, par KO, d'autres qui sont intouchables, enfin je veux dire, moi qui suis-je pour juger ou dire qu'il faut avoir ci ou ça? D'autres qui ont des super jambes, d'autres non, je sais pas. Ça dépend des goûts, ça dépend des 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 équations de chaque boxeur, mais je pense que ce qui fait la différence, c'est d'être comme chez toi sur le ring. Ah, je suis d'accord et puis tu as raison, même dans le fait de sortir des coups, on voit souvent les boxeurs qui disent: «Je prends un down ou je prends» et ça m'a réveillé et tu sens qu'en fait, ça les rend vivants aussi. Ça les Mmh. rend vivants et quand ils sont dans leur jardin à eux et ben il y a quelque chose qui doit les rendre vivants et le fait de prendre des coups en fait partie, en fait, vraiment et littéralement et la dernière Du question coup, vas-y, ouais. tu vois, tu as des boxeurs qui parfois vivent l'enfer dans leur vie, en dehors du ring, comme, je sais pas, Tyson Fury ou Johnny Tapia et qui vont, prendre le ring comme une espèce de fenêtre ouverte sur le paradis, tu vois? Mmh. Tout d'un coup, tous leurs problèmes se dissolvent dans la lumière du ring, toutes leurs inquiétudes, toutes leurs angoisses et ils sont dans en fait, c'est aussi ça la boxe, c'est être dans l'ici et maintenant Mmh. le plus total, sous peine, parce qu'évidemment, si tu penses à la composition de ton prochain repas ou à tes problèmes de couple, bah, tu risques de te prendre une peignée par ton adversaire, donc il faut vraiment que tu sois ici et maintenant. C'est presque du zen, en fait, la boxe. Et tu c'est marrant, tu citais Fury qui annonce quasiment autant de fois sa retraite et en sort qu'il combat. Mais, il l'a dit, hein, dans différentes interviews, on sait la grande phase de dépression aussi qu'il a eue et il disait: «Je pense que je vais continuer encore très longtemps parce qu'en fait, c'est ce qui me fait vivre» et tu sentais dans son discours qu'il y a la peur de l'après. Il y a Oui. la peur de ce vide, en fait et de comment je le comble et est-ce que je vais pas retomber dans cet état, dépressif parce qu'il y a que ça qui m'anime, en fait, dans son Et discours. tu vois, pour, rebondir, pour refaire le lien avec tout ce qu'on s'est dit sur notre relation d'amour-haine avec ce sport, je repense à cette étude de Loïc Vacan, le sociologue, auprès d'anciens boxeurs professionnels, qu'il a connus quand ils étaient, en activité, puis qu'il allait, revoir, quand ils étaient retraités des rings. Donc c'est pas des boxeurs, qui sont devenus champions du monde, c'est pas des Mayweather qui ont 3 villas, 17 Bentley et cetera. C'est des anciens boxeurs professionnels, hein, qui ont pas fait fortune. Il allait les voir et il leur a dit, «Si c'était à refaire, est-ce que vous le referez?» Plus de 80 de ces mecs ont dit immédiatement: «Oui, oui, on refait, on refait». Et puis après, il leur a demandé: «Est-ce que vous souhaiteriez à votre enfant de vivre ça?» Plus de 80 des mecs ont répondu: «Non, surtout pas» et je crois que ça dit très bien, ce qu'est la boxe, tu vois? À la fois si belle et si dure. C'est un sport qui te donne beaucoup. Un corps, ça te construit, intellectuellement, psychiquement, c'est des voyages, des rencontres, la camaraderie, hein. C'est de l'adrénaline, des émotions que tu vivrais, nulle part ailleurs. Parfois un peu d'argent aussi, des émotions, mais en même temps, ça te prend beaucoup. Bah, des neurones évidemment, on descend jamais du ring, dans l'état dans lequel on y est monté, ça fait du bien de le rappeler. C'est aussi, pas mal de sacrifices en termes de vie de famille. Tu pars 3 mois en camp, tu fais ceinture, des régimes, les coups, la douleur, et puis aussi, la difficulté à négocier l'après, l'après boxe, parce que toutes ces émotions
toute cette adrénaline, bah, tu vas pas les retrouver, dans ta vie de paisible retraité, quoi. C'est ce qui explique aussi que beaucoup de boxeurs basculent malheureusement dans l'alcool, dans la toxicomanie, Mmh. dans le gangstérisme, même si d'autres comme Foreman, on en revient toujours à Foreman, arrivent à sublimer ça, peut-être dans le mysticisme aussi, tu vois? Tu peux trouver Dieu, tu peux trouver aussi, l'horreur, enfin tu peux trouver tout dans la boxe. C'est ouais, exactement, tu trouves Dieu comme le diable et ma dernière question, elle est globale, mais tu y as déjà un peu répondu, en fait, dans ta dernière tirade, mais après avoir écrit ce livre, monsieur Nicolas Zesler, alors, la boxe, c'est quoi? Ah ouais. Ouais, bah, je pense que j'ai un peu, essaimé des éléments de réponse tout au long de notre échange, mais en tout cas, c'est pas que de la violence, hein. Mmh, Si c'était que de la violence, ça se passerait, à la sortie des bars, dans des états, alcoolisés, tu vois? Et les boxeurs ne s'infligeraient pas cette ascèse, cette discipline, cette austérité, hein, souvent pour des cacahuètes. mmh, C'est pas que, et ça aussi, je pense que c'est important de le rappeler, c'est pas, qu'un ascenseur social. Si tu as besoin d'argent rapide, la boxe, c'est pas forcément, la meilleure, tu vois? C'est plus facile de braquer des grands-mères, hein, que ouais. des bons, boxeurs professionnels. Hem mais en revanche, bah, moi, il y a cet élément auquel je suis assez attaché qui fait écho à ce que je t'ai dit sur ces boxeurs qui voudraient tout revivre et en même temps le souhaitent pas à leurs enfants. C'est aussi des rêves et un horizon, même, s'il est illusoire, tu vois? La boxe, c'est le meilleur antidote à la tyrannie du métro boulot dodo. À un moment, Mmh. peut-être tous les jours, tu vas te reconnecter à quelque chose d'ancestral, hein, qui remonte jusqu'au gladiateur de l'Empire romain. Tu vas te retrouver là, dans un carré de lumière, à demi nu, face à un autre gars, tout seul, et tu vas vivre quelque chose d'extrêmement authentique. Toi, tout seul, sans ta famille, sans ton argent, sans ton background, sans a priori sans triche. Bon, après ça, c'est une autre histoire. Juste avec ton mental, ton physique, ta préparation, ce que tu veux, ce que tu es prêt ou tu n'es pas prêt à faire sur un ring, et ça, c'est quand même très beau, et quand même je reviens toujours à ça, c'est aussi un moyen d'expression. Tu boxes comme tu es, et ça, je trouve que ça se tu le comprends quand tu, tu tout au long de l'histoire de la boxe, la multiplicité, la diversité des styles, la richesse des styles différents qui se sont produits sur un ring de boxe. C'est quand même assez merveilleux, et il y en a des nouveaux, des réinterprétations, tu vois, des tu des boxeurs qui viennent pomper un élément pour l'adapter à à la boxe d'aujourd'hui. Tu vois, par exemple, le livre s'ouvre sur le jab de Larry Holmes. Mmh. Heu, Moi, j'adore le jab de Larry Holmes. Je pense que c'est le plus beau jab de l'histoire de la boxe. Je t'approuve, je Un t'approuve. alliage, entre, la vitesse et la puissance, mais ce jab de Larry Holmes, il l'a pas inventé comme ça, il lui est pas tombé, tout cuit dans le bec. Il Larry Holmes a été le sparring partner de Mohamed Ali pendant des années et des années, et pendant des années, dans l'ombre, il s'est, imprégné des gestes techniques de Mohamed Ali et notamment de son jab, qu'Ali lui-même tenait de Sugar Ray Robinson, qui pour moi est sans doute le plus grand boxeur de tous les temps. Autre chose qu'on partage, ce Sugar Ray et j'allais dire, c'est cette filiation-là et Sugar Ray s'inspirait d'autres et ainsi de suite et ainsi de suite et on remonte dans cette grande histoire et en fait, ça conclut ce qu'on disait tout à l'heure aussi, mais la boxe, c'est la vie. Ouais. Dans toutes ses couches, dans toutes ses facettes, dans toutes ses nuances. Et il y a une raison pour laquelle j'ai appelé ma chaîne Jab Life. C'est pas juste une vie de jab, c'est le jab, c'est la vie aussi. Et c'est dans son ensemble, c'est la boxe, c'est ce que représente la boxe. Merci beaucoup, Nico. Je rappelle et je le montre. La boxe, c'est quoi? Super illustrations, on n'en a pas parlé. Hein. C'est le Britannique, je veux pas écorcher son nom, Ferrigo, qui est Ferrigo, ouais, moi je dis Ferrigouve, mais tu as sans doute Gouv, ok. Non, je sais pas. c'est un Et ah ouais, travaille c dans la musique, et c'est top. Les dessins sont sublimes et on reconnaît très très bien les boxeurs. Donc, c'est aussi, il y a la qualité de l'écrit, mais aussi la qualité visuelle de ce qu'on peut voir dans la boxe. C'est quoi? Je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était passionnant comme chaque fois et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire. Sache que si tu passes à Nice, un de ces quatre, tu es le bienvenu en studio pour parler boxe ensemble avec avec plaisir. plaisir.
Et donc, Franchement, n'hésitez pas. La boxe, c'est quoi? On rappelle qu'on a 2 exemplaires à faire gagner. Donc, concours sur YouTube, sur TikTok. Revenez au début de la vidéo pour voir la façon de faire. Je vous explique tout ça en début de vidéo. Et merci beaucoup. Puis j'espère voilà, que tu pourras continuer une bonne tournée médiatique parce que c'est un livre qui mérite qu'on s'y attarde. Merci, Nico. merci Alex, un Et à, plaisir. et à très vite pour reparler de la passion qui nous anime, la boxe, parce que, je le répète, c'est la vie. Merci beaucoup, monsieur Nicolas Zessler, et à très vite. Ciao, ciao.